Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Teddy Kiris, le président du groupe hypothécaire Orbis. Je suis très excité aujourd'hui d'avoir des piliers dans l'industrie pour parler de l'espace commercial maintenant dans l'immobilier, de côté financement, de côté achat-vente, de côté évaluation. On est très excités aujourd'hui. Avec nous aujourd'hui, on a M. Jonathan Gagnon, qui est vice-président commercial côté Orbis, du groupe Orbis, Orbis commercial. On a Nicolas Saint-Cyr, qui est impliqué dans l'évaluation et lui, toutes les banques utilisent son firme pour ses évaluations commerciales, pour les édifices et pour tout de l'immobilier commercial. Et on a M. Marc Sinette, qui est un pilier dans l'immobilier, dans le multirésidentiel, le commercial, l'industriel. Il connaît vraiment le marché et qu'est-ce qui se passe. Et on va vraiment avoir une bonne idée de tout. Alors, je pense, Jonathan, on peut commencer avec un petit peu. Allons-y. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK. Parfait. Alors, vraiment, je sais qu'avec COVID, on a plusieurs aspects, plusieurs choses qui s'est passé dans le marché. Alors maintenant, quels sont les impacts et changements observés et à prévoir au niveau des secteurs suivants, multirésidentiel, commercial et industriel dans le marché? Euh, donc, ce que j'ai dit, premièrement, merci de m'inviter. C'est un plaisir d'être ici sur le panneau. De façon générale, si on parle du marché immobilier, ce qui a vraiment changé, si je peux le dire de cette façon-là, c'est les tendances qu'on avait vues dès le début, qui avaient commencé avant le COVID, se sont un peu accélérées depuis COVID. Et ce que je veux dire de ça, c'est, premièrement, si on regarde dans le côté immobilier commercial, commerce de détail, c'est sûr et certain, c'était déjà un marché qui était en changement et ces changements ont vraiment accéléré depuis. Donc, on a vu beaucoup de locataires qui commencent maintenant à se restructurer pour garder seulement le meilleur magasin, etc. De l'autre côté, on peut regarder le marché industriel qui aussi a pris les tendances qui avaient déjà commencé, mais qui se sont accélérées. Donc, on voit de plus en plus de demandes dans l'industriel pour les espaces, pour les magasins e-commerce, la demande pour le last mile logistics. Donc, encore, on voit ces tendances-là. Et on peut continuer dans chacun des catégories. Tu sais, dans le bureau, c'est peut-être le secteur que ça reste un peu incertain parce qu'il y a comme deux tendances qui se sont ressorties. Un, c'est sûr, on va peut-être parler de prendre plus d'espace de bureau pour avoir une certaine distance et une certaine social distancing pratique. Mais dans l'autre sens, on parle aussi qu'il va y avoir peut-être des gens qui ne vont pas vouloir retourner au bureau. Donc, on avait déjà des gens qui faisaient le télétravail, mais là, peut-être ça va accélérer. Et de l'autre sens, on avait une tendance où beaucoup des bureaux, l'espace de bureau devenait de moins en moins de pieds carrés par employé. Et on pense que ça va ralentir. Donc, où ça va amener le marché de bureaux reste toujours un point d'interrogation. Et finalement, pour toucher sur le marché multirésidentiel, c'est un peu ce qu'on a vu, et ça a toujours été comme ça, un marché considéré défensif, un marché où les gens, les revenus ne croît pas de façon très, très large, mais en même temps, c'est défensif durant une récession ou durant des mauvais moments. Et le multirésidentiel a très bien réagi depuis. Et je vous dirais, c'est un peu le sujet aujourd'hui avec les changements qui ont été avec la Banque du Canada, avec les taux d'intérêt. C'est sûr, ça, à long terme, va avoir un impact positif sur les valeurs du multirésidentiel.
Alors, merci pour votre contexte. Mais selon toi, pour le niveau d'intérêt pour les différents secteurs dans les prochains mois, dans les prochaines peut-être années, est-ce que tu penses que les intérêts vont changer? Est-ce que tu penses que le marché va avoir encore intérêt pour ces types d'édifices ou ces types de propriétés-là? Oui. Et ce que je vous dirais, ce qui va ressortir de ça, c'est présentement, on peut toujours continuer, et nous, on le voit dans nos transactions, le marché n'a pas changé de façon, euh, les valeurs n'ont pas changé de façon très grande pour les immeubles où c'est très stable, c'est sûr et les revenus n'ont pas été affectés par le COVID. Donc, ça peut même être un centre d'achat ou un immeuble avec une pharmacie, une banque, une Dollarama puis une épicerie, que durant toute la période de COVID, les magasins ont resté ouverts, les baux sont signés pour long terme. On voit que même pour ces types d'immeubles-là, même si c'est dans le commerce de détail, les prix sont très stables. De l'autre sens encore, c'est la même chose si on a eu un bail qui était signé par un CLSC ou un bureau, c'est signé avec des baux à long terme. Donc, je pense que les valeurs vont rester quand même très stables pour des immeubles où les revenus et où les revenus sont stables et sécures. On va voir, et c'est encore, on n'est pas sûr aujourd'hui où vont être les prix, c'est pour les immeubles qui ont été affectés par la pandémie. Et ça peut être un mail intérieur, ça peut être un bureau où ça reste toujours fermé parce que c'est 40 étages et les gens ne peuvent pas retourner. Ça peut être un hôtel, ça peut être une résidence. Donc, c'est dans ces types de produits où le prix présentement, je vous dirais, c'est un peu à découvrir. Il a moins de demandes, c'est sûr, dans ces Et, édifices-là. oui, et même s'il y a de la demande, encore, c'est difficile à déterminer la valeur parce que les revenus ne sont pas stables. Donc, on ne peut pas juste dire, on va prendre un taux d'accusation qui était à 5, puis maintenant, on va dire c'est 8. Ouais. En arrière de ça, on doit se baser sur la croissance des revenus, les taux d'inoccupation, les incitatifs qui doivent être donnés ou ne pas donnés. Donc, c'est dans toute cette optique-là qui présentement, il faut refaire toutes nos hypothèses. Et ça change à chaque semaine, les hypothèses. Chaque semaine. Oui. Alors, ça fait une mois, peut-être le monde était plus en panique que maintenant, c'est presque, ils comprennent plus le virus, ils comprennent plus la situation COVID. Là. Oui. Alors, ça nous affecte beaucoup. Là. OK, alors, quel sera le nouveau normal marché selon toi? Tu penses-tu qu'on va aller avant, en janvier, février, le marché était vraiment en feu de toutes les parties, mais est-ce qu'on va avoir new normal dans le futur? Moi, j'ai deux inquiétudes. Je reste toujours optimiste et je suis quelqu'un qui pense que, à la fin, on va ressortir et dans peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, on va être de retour. Les choses vont être de retour à la normale. Mais je dirais les deux inquiétudes que j'ai, c'est premièrement, pour l'instant, depuis les 3 derniers mois, on a eu beaucoup d'interventions du gouvernement et des gouvernements à travers le monde. Donc, pour l'instant, le dommage, si on peut le dire de cette façon-là, ne s'est pas réalisé ou n'est pas concret parce que le gouvernement soutient l'économie de façon générale. La question devient, si c'est à septembre, quand tous ces programmes gouvernementaux disparaissent, et là, l'économie doit redémarrer par lui-même, c'est là où on va savoir est-ce que tous les locataires sont capables de payer le loyer en plein. Est-ce que les banques, le prêteur peut payer son hypothèque en plein. Et là, c'est quoi les conséquences quand peut-être le locataire revient, mais il ne peut pas payer aux totalité son loyer. Et la deuxième inquiétude que j'ai, donc ça, c'est une inquiétude qu'on va seulement voir avec le temps. Et la deuxième, qui est un peu liée à ça, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est pour l'instant, ce n'est
pas tout le monde qui retourne au travail. C'est pas tout le monde qui veut retourner leurs enfants à l'école. Donc, il y a certaines personnes que ça reste toujours une crainte générale à cause du virus. Et ça aussi, ça peut avoir une influence. Si encore les tours de bureau sont remplis à juste 20%, ça affecte les restaurants au rez-de-chaussée. Ça affecte les taxis en avant. S'ils ne sont pas capables d'aller, les gens ne voyagent pas, même s'ils peuvent parce qu'ils ont peur. Donc, il y a aussi cet effet-là qu'on ne sait pas comment ça va jouer d'ici quelques mois. Oui, et c'est sûr que on ne sait pas comment ça va impacter les prix. À court terme, oui, ça impacte un petit peu, mais à long terme, on va voir comment les habitudes s'ajustent à cela. Alors, exactement. Merci pour ça. Alors, Jonathan, je vous donne la parole, Jonathan. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui participent live, bonjour à ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Merci Teddy pour l'introduction, même si j'ai rien entendu tantôt, là, mais on est content que le problème soit réglé. Merci à nos panélistes, merci Marc, merci Nicolas d'être là. Je suis convaincu que Teddy vous a donné l'introduction appropriée, mais on est très content là, de vous avoir avec nous. Vous êtes des acteurs très influents dans le marché et puis je vous remercie. Moi, j'aimerais ça parler avec Nicolas, dans le fond, tu as posé plusieurs questions. Je parlais avec Teddy tantôt que présentement, on voit un petit boom. Notre mois de juin ressemble au mois d'avril parce que, bon, on dirait que les gens commencent à sortir. La situation s'améliore et puis l'immobilier semble être en feu, comme on voit partout sur les médias sociaux. Même le journal en parle. J'ai eu des articles dans la presse, dans le journal de Montréal, à plusieurs endroits. Moi, je veux savoir, Nicolas, toi, comme évaluateur agréé, très respecté, connu dans le milieu, il y a eu une petite accalmie de 2-3 mois. Comment tu vois le marché? Comment tu vois l'évolution, si tu veux, au niveau de toi, tes conditions de travail en général, au niveau de tes évaluations, on sait que tu touches pas mal à tous les types d'actifs immobiliers. Et puis, je pense que ton opinion là-dessus là, serait très, très appréciée de la part de nos auditeurs dans le moment. Alors, je te laisse aller, Nicolas. Entends bien, Jonathan? Oui. Merci. Bon, merci pour l'invitation. Chez nous, bien, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on essaie présentement d'entrer le moins possible dans des résidences, surtout dans des multis où est-ce qu'on pourrait devenir un agent de contagion, dans le fond. Donc, on travaille, on va sur les lieux, on va voir les immeubles, on va dans les aires communes. On a plusieurs limites sanitaires qu'on doit respecter. Fait que souvent, les visites sont un petit peu moins exhaustives qu'à l'habitude. Par contre, d'un autre côté, on va faire des enquêtes téléphoniques plus approfondies. Souvent, on va demander aux locataires ou aux propriétaires de nous fournir des photos, de répondre à plusieurs questions qui nous permettent, dans la majorité des cas, d'être capables de remettre un rapport qui est basé, où est-ce qu'on a réussi à se forger une opinion sur des données concrètes, là. Et puis, dans ces cas-là, les rapports sont fortement valables. Dans certains cas très particuliers, peut-être qu'on ne sera juste pas capable, puis on va dire au client, bien, avec la condition actuelle, on n'est pas capable de te servir pour l'instant et on remet à ce moment-là. Pour répondre à un autre volet de ta question, ce qui se passe présentement, ce qu'on voit au bureau, bien, on voit des choses intéressantes. On voit, c'est comme si le vide a créé évidemment là, des transactions à rebours, donc il y a un rattrapage qui se fait, ce qui fait du volume. On voit du volume dans les transactions. On voit des clients qui ont beaucoup de capitaux pour plein de raisons, parce qu'il y en avait avant, parce qu'ils refinancent, parce que les taux sont intéressants, ou des fois, c'est certains clients qui, avec les avantages présentement, avec ce qui est donné par le gouvernement, bien, ils ont un petit peu plus de capital. Donc, on voit ça. On voit des situations un peu plus cocasses et plates. On n'a jamais eu autant de demandes pour des cas de séparation, de partage. Ça nous laisse croire que pour certains, le confinement est un petit peu plus difficile. Fait que, aussi, tu me demandais un petit peu où est-ce que ça s'en allait. Est-ce que tu le voyais? Peux-tu me préciser, Jonathan, c'est-tu plus au niveau des taux de cadre, la confiance des gens? C'est dans quel sens? Oui, ça, on va venir, mais c'est un excellent point que tu amènes. Nous, travaillant avec les banques, puis travaillant avec des gens comme toi, on voit qu'il y a quand même eu une belle adaptation parce que oui, on a traité quand même beaucoup de dossiers pendant la COVID. C'est pas fini encore, mais là, les gens commencent à déconfiner. Et puis oui, on a vu qu'il y a quand même eu une belle synergie entre les évaluateurs et les banques au niveau de
d'accommoder le client dans le sens que souvent, on demandait au client de prendre ses propres photos, tout ça. Donc ça, je pense que oui, il y a eu un changement au niveau du marché là-dessus. Oui, les taux de cap, j'aimerais ça qu'on finisse avec ça parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup. On a beaucoup de questions là-dessus tous les jours par catégorie d'actifs. Beaucoup d'informations circulent dans le moment, que ce soit encore une fois sur les médias sociaux, que ce soit dans d'autres webinaires, séances d'information ou dans des médias écrits. Moi, dans le fond, pour rebondir un petit peu sur ce que Marc disait tantôt, comment tu vois, pas comment tu vois, mais vois-tu une évolution dans les derniers mois par catégorie d'actifs? Dans le fond, il y a du commercial, l'industriel, du multilogement. Toi, où tu vois qu'il y a le plus gros impact, puis comment tu vois le marché dans le moment? On est assez aligné avec la perception de Marc. Évidemment, là, tout ce qui est strip mall de catégorie B ou C avec la coiffeuse du coin, le bronzage, évidemment, on se croise les doigts pour qu'ils passent à travers, puis la majorité vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. La restauration, qui auront plus ou moins d'incitatifs pour repartir, ça fait peur. Ce qui nous permet d'identifier ça aussi, c'est qu'on a déjà des gens qui rentrent pour des études de marché en disant « Mon semi-commercial, est-ce que je serais mieux est-ce que potentiellement je pourrais le tourner en résidentiel entièrement parce que j'ai plus de demandes pour la location? » Fait que ça, c'est peut-être le côté un peu inquiétant. Par contre, disons que les catégories qui étaient identifiées comme stables, comme Marc disait, on voit un regain. Ils sont peut-être justement surpondérés présentement parce que les gens se disent « Mon Dieu, c'est tellement stable que c'est là qu'on va aller. » Marc a dit là, au niveau, dès que c'est intérieur, c'est plus problématique. Les bureaux, on se pose des questions. Tu sais, on a l'exemple de Sun Life qui, en quelques années, mois, leur immeuble utilisait 20 étages. Aujourd'hui, on en utilise 3. C'est exceptionnel là, comme compression puis comme intégration du télétravail. Est-ce que ça va se répliquer partout ou ça va être seulement quelques entreprises qui vont le réussir? Ça va avoir un impact très, très important. Puis, il y a quelque chose, là, Marc l'a dit vite tantôt, mais pour nous, on a ça à l'œil vraiment, c'est the last mile storage, mais qui est l'entrepôt du dernier kilomètre en français, que plusieurs sous-traitants de UPS, de FedEx utilisent. On voit beaucoup d'investisseurs tenter d'intégrer ce créneau-là pour détenir les immeubles parce qu'il y a une stabilité qui est identifiée là, par rapport à ça. Et puis, il y a une demande croissante qu'on ne voit pas arrêter là-dedans. Fait que ça fait un petit peu le tour là, de notre perception des différents créneaux. Là. Dans le fond, très bon insight, Nicolas. Et puis, on y arrive finalement, là, la question qui tue. On dirait que tout le monde a son opinion là-dessus. Beaucoup de gérants d'estrade, on peut dire. Là. Les fameux taux de cap dans le jargon, là, comment tu vois ça aller? On entend pas mal de choses. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne suis pas sûr ». On entend dire même que la SCHL va être plus conservatrice dans ses taux de cap. Je parle au niveau, évidemment, multilogement, mais bon, il y a quand même le niveau commercial industriel. Comment tu vois ça? Tu peux peut-être nous parler de ton insight. On va parler là, des grands centres urbains, Montréal, la Rive-Sud, Laval, tout ça. Comment tu vois ça? Toi, tu veux une correction à ce niveau-là? Tu veux une évolution? Et puis, l'opinion de ta boîte là-dessus, ce serait quoi? Bien, actuellement, c'est sûr que le taux de cap, il faut le prendre par type d'actif. Là. Mais si, pour exemple, on donne le multilogement, bien, présentement, ce qu'on a vu, le post-COVID, c'est des taux d'intérêt qui ont légèrement descendu, puis une confiance de l'investisseur, donc une capacité à prendre du risque qui a légèrement augmenté parce que d'autres créneaux comme la bourse ou le semi-commercial lui font plus peur. Et quand on vient à l'essence d'un taux de cap qui est basé principalement sur la capacité de financement et le risque que l'investisseur est prêt à prendre, bien, il faut regarder dans chaque créneau ces deux paramètres-là, c'est quoi l'après-COVID pour eux. Pour l'investisseur qui a, disons, le strip mall qu'on parlait tantôt avec la coiffeuse puis le bronzage, bien, assurément, son banquier est plus nerveux, donc ses capacités financières diminuent, puis lui-même va exiger un plus gros rendement parce qu'il prend un plus gros risque. Là-dessus, le taux de cap pourrait augmenter. Mais si on va dans un 6, un 8, dans même des plus gros immeubles, là, juste en bas de ce que les REIT achètent, bien là, on voit des investisseurs qui se font fournir
des capacités, des taux légèrement inférieurs à ce qu'on avait avant le COVID. Puis on voit des gens qui ont un petit peu plus peur pour leur placement boursier ou pour leurs autres actifs, donc ils deviennent confiants. À ce moment-là, on peut voir une certaine baisse du taux de cap. Moi, je pense que l'impact réel, on va l'avoir dans les prochains mois. Présentement, les banques se gardent une réserve. Leurs taux n'ont pas suivi la baisse des taux de la Banque du Canada. Fait que la question, c'est de savoir, parce qu'évidemment, les banques se protègent, se gardent des réserves. La journée où ils vont suivre, est-ce qu'on va avoir vraiment une accélération de la demande parce que les taux viennent de baisser de 0,4, 0,5 par exemple? Ou est-ce que des gens vont déjà avoir pris un maximum de positions dans ces créneaux plus sécuritaires-là avant? C'est ça qui nous reste à anticiper puis à voir. Mais pour l'instant, dans ces créneaux stables-là, on ne voit pas d'enjeu. J'ai une petite question pour toi. Concernant le manque de transactions, c'est sûr qu'il y a moins de transactions ce temps-ci versus le mois de janvier, février, parce que durant le mois d'avril, il n'y avait aucune transaction vraiment. Est-ce que ça fait un challenge de donner des taux de cap pour des multirésidences, disons? Parce que pour le multirésidence, je te dis, c'est stable, même c'est encore plus agressif un petit peu dans ce domaine-là. Mais de l'autre bord aussi, et j'entends va parler, c'est les SCHL, ça va être plus difficile d'avoir un financement. Ils ont changé les règles même pour le multirésidentiel ou pour le refinancement pour chercher leur fonds après optimisation. Alors, est-ce que tu penses que le manque de transactions, c'est pour ça que le cap est encore au niveau qu'il est? Je vais diviser, Teddy, ta question en quelques volets. Là. Pour la SCHL, celui-là, je ne vais pas me commettre, je vais vous laisser les gars voir comment ça va aller. Ça va être vous les pros, puis présentement, ce que j'entends du marché, c'est que le message est un peu confus, qu'on ne sait pas trop comment ça va être interprété. Il y a des gens qui disent avoir compris comment ça serait interprété. Je serais prudent avec ça, moi, avant d'avoir vu clairement quelques financements et tout. Fait que ce bout-là, je vais vous le laisser. Par contre, par rapport à comment on analyse puis d'où on prend nos données, la chance qu'on a, c'est que la période du COVID a été quand même relativement courte si on prend la période sur laquelle on étudie des ventes. Normalement, pour du résidentiel, les banques essaient d'être entre 3 et 6 mois. Pour du commercial, souvent, étant donné qu'on veut vraiment être dans le secteur immédiat et avoir un immeuble le plus similaire possible, puis qu'il y a moins de transactions, on va étirer à 1 an, des fois à 2 ans. Fait que pour l'instant, cette période de 2 mois-là, sans transaction, on n'est pas capable de clairement identifier, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on a des ventes post-COVID. On n'en a pas des tonnes, mais on en a. Puis on n'a pas vu ça déceler. On n'a pas vu les ventes descendre à cause de ça. On les a même vues augmenter un petit peu. Par contre, il faut être prudent avec ça parce que est-ce qu'ils ont augmenté parce que c'était un rattrapage ou ils ont augmenté parce que les conditions de marché sont différentes puis ça va continuer comme ça? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a identifié dans les dernières semaines des ventes post-COVID qui nous confirment que dans certains créneaux d'actifs stables, il y a encore de la demande, il y a encore de la stabilité, puis ça nous permet d'émettre des opinions en fonction de ça et de se baser encore sur les ventes pré-COVID. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Alors, on s'est parlé un petit peu de la CHL. Alors, je parlais avec Jonathan concernant la nouvelle politique de la CHL. Je sais que la nouvelle concernant le côté comme résidentiel, mais aussi ils ont changé les affaires pour le multirésidentiel, pour le refinancement, pour retirer d'équité des propriétés. Alors, parle-nous un petit peu de ça. Je sais que c'est confus comme on a su, mais parlons de qu'est-ce qu'on sait maintenant de ça. Bien, merci Teddy. J'aimerais ça commencer par le pourquoi de la chose parce que, bon, pour revenir sur ce que Nicolas disait, beaucoup d'informations, beaucoup d'intervenants qui disent on a les réponses, tout ça. Il y a beaucoup de points qui sont pas encore, qui manquent de clarification maintenant. Puis ça, c'est super important que les gens le comprennent. Le pourquoi de la chose là-dedans, c'est que présentement, les chiffres de la SCHL, là, 75% des demandes, c'était des refinancements, donc des prises d'équité. On s'entend que ces argents-là, ils vont pas nécessairement se retrouver dans le marché immobilier, d'accord?
Et puis aussi, la SCHL, la mission première, c'est de fournir de l'habitation aux gens, de fournir des toits. Donc, ils veulent combler le manque d'unités locatives d'ici 2030. Fait que ça, c'est la mission. Fait que c'est pour ça, au niveau des refinancements, des prises d'équité, ils veulent vraiment prioriser quelqu'un qui va soit faire des améliorations à son parc immobilier, soit faire des rénovations ou carrément soit réinvestir dans le marché immobilier. Une question que j'ai souvent, c'est bon, comment ça va être géré cette équité-là? Exemple, quelqu'un fait une promesse d'achat, la promesse d'achat tombe, il a fait un refinancement, son équité est stationnée à quelque part, comment ça va être géré? Ça, ce qu'on a comme message dans le moment, c'est que les banques probablement qui vont mettre ça dans un GIC ou un CPG, là, dans le jargon, un compte d'épargne ou quoi que ce soit, la SCHL va vraiment donner le mandat à l'institution financière de faire la gestion de ces fonds-là, de s'assurer que les rénovations soient faites exactement, de s'assurer que l'argent s'en va dans l'immobilier. Quel genre d'impact ça va avoir? Bien évidemment, l'impact, ça va être pour les gens qui ont accumulé énormément d'équité dans la propriété, qui veulent s'en servir pour, exemple, faire des investissements à la bourse parce qu'ils pensent qu'il y a des opportunités, qui ont ça comme fonds de pension. Tout ça, ces gens-là, bien, ils vont quand même avoir des options intéressantes, mais évidemment, dans le conventionnel avec les banques. Ce que moi, je me demande, c'est qu'avant le COVID, il y avait certaines institutions qui allaient, encore là, je parle d'un multilogement, ils allaient dans du 80% ratio pré-valeur et puis étaient en mesure d'amortir sur 30 ans. Maintenant, on ne voit plus ça là, depuis le COVID, depuis quelques mois. Ce que je me demande, c'est les refinancements que la SCHL ne veut pas faire dans le moment, il va y avoir un manque à gagner dans le marché. On peut se mettre d'accord là-dessus. Est-ce que les banques vont améliorer leurs produits conventionnels dans le sens que est-ce qu'ils vont être moins réticentes à faire peut-être du 30 ans ou qu'il y ait un assouplissement au niveau de ça? Parce que là, on sait que les gens ont des taux qui sont très, très bas lorsqu'on passe par la SCHL. On sait aussi qu'il y a quand même une bonne différence avec le conventionnel. Alors, l'argent, l'équité coûterait plus cher si ce n'est pas pour être réinvesti dans l'immobilier. Donc, est-ce qu'il va y avoir un ajustement? Ça sera à suivre. Plus que jamais, moi, je dirais aux gens, appelez votre banquier, il y a une bonne relation avec. On est là pour fournir de l'information. Puis moi, je peux vous dire que j'appelle la SCHL pratiquement à tous les jours. Ils me trouvent un petit peu fatigant. Mais vraiment, là, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Oui, je suis d'accord. Et concernant, alors j'avais une question et c'est mon autre question, c'est un petit peu ensemble. Alors, quel impact as-tu constaté pour les clients? Et l'autre question, est-ce que les délais des dossiers SCHL, à cause qu'ils vont faire moins de transactions, est-ce que ça va être plus rapide? Alors, ça affecte peut-être les clients aussi en même temps. Là. Dans le moment, les délais, Teddy, je te dirais que non. Les délais, écoute, on parle là de probablement 6 semaines et plus pour un dossier. L'impact pour les clients, c'est bon, évidemment, la SCHL traitait beaucoup de financements qui ont décidé de mettre la politique en place. Ils ont réanalysé les dossiers et puis je peux te dire qu'ils n'ont pas eu peur de rembourser des clients de dossiers qui étaient dans le pipeline, si tu veux, qui étaient prêts à être vus par un souscripteur. Ils n'ont pas eu de problème à dire à ces clients-là, écoute, la politique a changé, on vous rembourse votre argent de 150 $ la porte. Et puis, bon, revenez nous voir si vous avez des projets immobiliers, comme j'expliquais plus tôt. Encore une fois, j'ai déjà touché là, aux gens qui veulent faire des retraits d'équité, soit pour vivre, soit pour payer des impôts, soit pour investir dans des produits qui sont hors immobilier, à la bourse, quoi que ce soit. Donc ça, quelqu'un qui appelle, qui dit « j'ai un retard d'impôt, je peux-tu payer la SCHL ?» C'est non. Une autre question que j'ai beaucoup, puis un point qui est important, c'est les prêteurs privés. On sait que dans des immeubles multilogements, il y a des gens qui font des offres cash, qui passent avec leurs prêteurs privés pour accélérer les délais. Présentement, j'attends des réponses parce que de mon côté, on me dit qu'on ne sait pas si les prêteurs privés seront pris en considération pour être remboursés par la SCHL lors d'un refinancement. Alors, je ne peux pas donner une réponse claire là-dessus. J'aimerais vraiment le faire parce que ça ferait juste du sens que quelqu'un qui achète un immeuble, puis il passe par un prêteur privé pour avoir un edge, si tu veux, versus les autres compétiteurs qui font des offres sur le même immeuble. Je pense que ce serait juste logique que la SCHL ait de l'avant dans ce niveau-là, mais on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Et quelles mesures seront prises pour faire appliquer ces nouvelles règles-là de la SCHL? Est-ce qu'ils vont changer la façon de travailler un petit peu? Bien, écoute, comme banquier, c'est vraiment l'information de qualité.
Souvent, ce que je peux dire, c'est que les clients veulent que ça aille vite, ils sont un petit peu réticents à fournir l'information complète. Ça a toujours été important, mais maintenant plus que jamais. Soyez préparés, n'ayez pas peur de prendre le temps avec votre banquier, d'expliquer, bon, exemple, je veux faire des améliorations. Quelles sont ces améliorations-là? Combien ça va coûter? Est-ce que, dans le fond, être prévoyant, vous êtes-vous pris, dans le fond, un pourcentage là, de contingence là-dedans? Comment ça pourrait, est-ce qu'on pourrait déborder? Oui, non. Avec qui vous faites affaire? Est-ce que vous allez mettre de votre temps? Moi, je te dirais vraiment, là, plus que jamais, recherche l'information de qualité. Ils veulent être sûrs que le banquier connaisse le dossier, le présente de la bonne façon. Et puis, encore une fois, c'est de se tenir informé, puis de faire affaire avec des intervenants de qualité. On a beaucoup de gens qui aiment faire de l'optimisation au bureau. Comme tu le sais, Teddy, toi aussi dans ta clientèle. Donc, acheter des bâtisses pour, dans le fond, faire de la rénovation, réaugmenter les loyers. Maintenant, je dirais aux gens, soyez certains de planifier. On aime ça parler d'exit strategy. C'est un mot qui est couramment utilisé. Soyez sûr de sécuriser votre stratégie de sortie de cet immeuble-là parce que c'est sûr que les gens qui achetaient des immeubles avec du privé qui refinançaient quelques mois plus tard, il va y avoir un frein là-dessus, c'est bien évident. Alors, il y a une façon de faire des bonnes affaires, une façon de procéder intelligemment. Et puis, il va avoir un impact pour les gens qui faisaient les choses pas nécessairement de la bonne façon. Les professionnels, les investisseurs et les gens qui sont prêts vraiment là, à bien faire les choses, je pense que ça va très bien aller pour eux. J'ai une question sur cet aspect-là. Vous mentionnez que la CHL ne va pas autoriser une retraite d'équité pour des raisons hors immobilier, mais est-ce qu'elle oblige à ce que le montant de refinancement soit injecté dans un immeuble en question? Est-ce que permet l'emprunteur de s'en servir comme mise de fonds pour un autre immeuble? C'est une bonne question, mais tout à fait, oui, on peut définitivement prendre l'équité. C'est même encouragé dans nos immeubles pour investir dans d'autres achats immobiliers, absolument. Oui, et on voit beaucoup comme ça, mais c'est sûr que chaque institution, ils ont leur politique unique pour cet aspect-là aussi. Là. Alors, Marc, j'ai juste une petite question pour toi aussi, Enek, peut-être. Est-ce que tu vas acheter une propriété dans ce contexte-là ou qu'est-ce que tu fais avec ça? You know? Je pense que c'est sur mute, Marc. Yeah. Oui, en fait, moi, je n'aurais pas d'inquiétude d'acheter. L'avantage, les taux sont quand même favorables présentement. Ce que je dirais encore, je serais probablement quelqu'un un peu plus conservateur, donc j'irais pour un produit avec sécurité et stabilité, peut-être plus petit, donc peut-être un immeuble avec un locataire unique comme une banque nationale ou avec un Dollarama ou quelque chose comme ça. Ou sinon un plex, un 15, 20 ou 30 plex, encore dans un secteur où les loyers sont quand même toujours très, très raisonnables. L'avantage avec les taux d'intérêt où ils sont aujourd'hui et aussi l'avantage d'avoir un locataire renommé c'est quand même très rare. Donc, ce seraient les deux opportunités que je regarderais moi-même personnellement. Et aussi, sur ce contexte-là, je pense qu'avec l'expérience COVID, on voit comment le multirésidentiel est vraiment un investissement que dans les hauts, les bas, c'est vraiment là c'est ça, la valeur n'a pas parti, les valeurs sont encore plus fortes qu'avant. Et pour moi, si tu veux protéger votre équité, votre argent, c'est vraiment un bon investissement de qu'est-ce qu'on voit. Oui, je vous dirais, ce qui est intéressant dans ça, c'est que dans le passé, on disait toujours, c'est un bien défensif, ou c'est un actif qui a une caractéristique défensive. Mais dans un marché qui est très chaud, si on peut dire de cette façon, c'est un hot market, il n'y avait pas beaucoup de valeur pour ce concept-là où la valeur n'était pas, les gens attribuaient pas une grosse valeur pour ça. Mais je vous dirais, depuis les derniers 3 mois, là, les gens comprennent c'est quoi le concept et c'est quoi la valeur d'avoir sécurité, que ce soit un produit défensif qui paye le loyer, même durant un pandémie. Donc,
Là, c'est un autre investment highlight, pandemic proof. Oui, c'est ça. C'est vrai. Eddie, si tu le permets, j'aimerais ça toucher un autre point. Les fameux paiements différés pour les propriétaires d'immeubles. Écoutez, je ne sais pas, les gars, de votre côté, votre clientèle, si vous avez eu beaucoup de demandes. Moi, je peux dire que ma clientèle multilogement s'en sort relativement bien à ce niveau-là. J'aimerais ça mentionner aussi que, surtout à la SCHL, je pense qu'au résidentiel, tu as dit aussi, c'est applicable. Les clients qui ont fait des demandes de paiement différé, ça laisse des traces, il faut comprendre. Et puis, si on veut, par exemple, acheter un immeuble avec la SCHL ou refinancer pour justement aller chercher notre mise de fonds, il faut comprendre que la SCHL a des grosses chances que votre demande soit déclinée à cause de ça. Alors moi, je vous dirais, faites vraiment attention à ça. Faites sûr que vous sortez, dans le fond, du programme de paiement différé, que vous réglez ça avec l'institution avec laquelle vous êtes. De cette façon-là, vous n'allez pas avoir de problème là, lorsque vous allez faire votre application. Et sur ça, Jonathan, je pense que c'est très important de voir qu'il n'y a pas juste une solution dans le marché. Tu dis, je vais déférer mes paiements. Il y a plusieurs solutions qui existent. Les institutions sont là pour travailler avec toi. Et c'est sûr que de leur bord, s'ils voient un paiement qui est déféré, oui, légalement, ils ne vont pas dire oh, on ne peut pas faire un dossier pour cette personne-là, mais dans leur tête, ils disent pourquoi je vais emprunter un autre million ou quelque ce client-là s'il n'est pas capable de gérer son autre million ou son autre 2 millions ou 10 millions que j'ai avec l'autre prêt qui est déféré. Alors, c'est vraiment important comme j'entends dire, de voir que ça laisse des traces et que de voir peut-être si tu es prêt, il y a des autres façons de travail, d'avoir des fonds additionnels pour les 3 à 6 mois que tu as besoin. Et comme on s'est parlé, je pense que les valeurs sont là. Tu peux même refinancer, chercher des fonds additionnels. Tu as beaucoup d'options dans le marché pour ça. Absolument. Puis, quelque chose qu'on aimerait possiblement donner de l'information dans un avenir approché aussi. La SCHL a un super programme pour les logements abordables. Donc, oui, ils sont en mesure de financer 95 dans le fond d'un achat ou d'une construction. Ça, on aimerait ça donner les grandes lignes plus tard. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais bon, les gens, les investisseurs sont encouragés fortement à investir dans leur parc immobilier, à créer dans le fond un nombre de portes plus important dans leur parc, à acheter. Donc, vraiment, là, la SCHL, le focus est là-dessus plus que jamais. Et de l'autre côté, tu vas avoir une propriété avec marque pour acheter, puis ta banque dit non, tu peux pas, on n'est pas capable de financer ce type d'immeuble. Il y a des institutions qui vont la faire. Alors, c'est important, parle avec quelqu'un comme Jonathan qui va vous donner les outils de dire, regarde, peut-être il y a certaines institutions qui ne sont pas capables de financer ce type de propriété maintenant, mais il y a plusieurs d'autres qui vont être capables. Alors, c'est pour ça qu'on travaille très proche avec des personnes comme Marc, comme Nick, pour trouver des solutions pour les clients. Vraiment, c'est pour aider les clients. Il faut comprendre aussi que l'appétit de risque des institutions peut varier d'une façon quand même assez incroyable présentement. On parle, les taux sont écoutez, on parle les taux SCHL sont très bons, on parle de taux en dessous de 2 %. Taux conventionnel, c'est un petit peu plus élevé, mais ça varie énormément d'une banque à l'autre. Moi, j'ai vu des variations là, dernièrement de plus de 1 %. Alors, plus que jamais, c'est pertinent, je pense, de se faire conseiller par des professionnels, par des gens qui ont accès à l'information de qualité. Et puis, même quand je vois des gens comme Marc qui joint là, des gens qui ont closé des centaines de millions en business, des gens comme Nick qui en voient beaucoup, un évaluateur aussi, ça peut avoir un impact assez majeur parce que, bon, Nick, on le sait, certaines banques, dans le fond, ils n'aiment pas certaines compagnies d'évaluation pour des raisons X, Y, Z. Donc, avant de faire évaluer un immeuble aussi, assurez-vous avec votre institution financière ou avec votre banquier qu'il n'y aura pas de problème avec le rapport. C'est un point important, ça, parce que ça peut arriver des rapports d'évaluation qui sont pas acceptés par la banque. Donc, c'est une perte d'argent, une perte de temps un petit peu. Donc, soyez bien renseignés à ce niveau-là. Excellent. Alors, je veux juste remercier tout le monde, Marc et Nicolas et Jonathan,
pour venir aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Et qu'est-ce qu'on s'est appris? C'est peut-être la panique qu'on avait avant, c'est vraiment pas vraiment dans le marché. Il est encore fort dans le marché. Il a des opportunités dans le marché. Il a des façons de financer, des façons d'acheter. Les évaluateurs sont là pour nous supporter. Alors, je pense que c'est quand même un bon marché. Et moi, je suis très optimiste. Je pense qu'on est sur la bonne vague ici à Montréal, au Canada, mais en plus à Montréal qu'on parle de nous autres directement. Alors, merci pour ça, Marc. J'entends, je ne sais pas si tu as des commentaires finaux pour ajouter. Écoute, il y a eu plusieurs bonnes questions dans le chat qu'on essaie de répondre. Moi, je voudrais juste, dans le fond, renforcer aux gens que n'ayez pas peur de nous contacter, nous envoyer des courriels. On est là pour ça. On est prêt à prendre le temps de répondre à vos questions, un appel téléphonique, un courriel, peu importe. Moi, Teddy, Nick, Marc, on est des gens on est là pour amener de la valeur à notre clientèle. C'est là-dessus qu'on se concentre. Et puis, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de questions stupides au niveau immobilier. On comprend que là, dans le moment, il y a beaucoup de messages contradictoires. Je reviens dans le fond pour faire un résumé au taux de cap, que Nicolas confirme que ça semble bien aller, surtout dans le multilogement. Je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui se sont des investisseurs dans cette catégorie d'actifs-là. Alors, c'est des bonnes nouvelles. C'est sûr qu'il va y avoir un changement, une nouvelle façon de faire les choses. On peut pas y échapper. Et puis, plus que jamais, soyez préparés, soyez bien renseignés. Et puis, nous, on est absolument là à 100% pour vous accompagner dans vos projets, vous donner de l'information de qualité. Marc? Merci encore, Teddy, pour m'avoir invité pour parler des sujets très intéressants et très courants dans l'actualité aujourd'hui. Je pense, c'est sûr et certain, on va, dans 1 an, 2 ans, revoir cette période et ça va être intéressant de voir comment les choses ont changé ou peut-être pas changé. Donc, mais moi, je reste toujours optimiste. Je pense que l'immobilier, c'est toujours quelque chose de très sécuritaire. À la fin, on peut dire Montréal et l'économie de Québec étaient à un point très fort avant que cet événement. Donc, j'en suis certain qu'on va passer à travers ce moment de façon rapide. Parfait. Et merci. Et Nick, as-tu quelque chose à finaliser? Écoutez, merci de l'invitation. Peut-être juste en conclusion, on est très chanceux en immobilier parce que à la bourse, une période comme ça, on peut voir à la journée près la valeur. En immobilier, ce petit mois-là, on ne l'a pas vu passer. On s'est tous assis, on a regardé nos valeurs, puis on s'est dit, c'est bon, on va passer à travers. Donc, la beauté de l'immobilier, c'est que c'est des valeurs à long terme, c'est de la stabilité. Fait que, tu sais, quand Teddy, tu dis, êtes-vous confiant? Ben, écoutez, la raison d'être en immobilier, c'est pour cette stabilité-là. Donc, on est très chanceux pour les gens qui ont de l'immobilier d'en avoir eu pendant cette période-là. Disons que ça faisait moins peur que nos REER. Donc, moi, je pense qu'il faut miser là-dessus. Puis, le temps fait toujours son chemin en immobilier, donc il n'y a pas d'enjeu. Merci d'avoir pris le temps. Je pense que c'est très informatif pour vos clients. Ils sont chanceux d'être entourés par des gens compétents comme vous. Puis, au plaisir de s'en parler. Puis, si les gens ont des questions, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Merci, Nick. Et je vais juste terminer. S'il y a des gens qui aimeraient avoir les coordonnées d'un des intervenants, de Nicolas, de Capria, de Marc, de Teddy pour le résidentiel, de moi-même, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, des gens qui aimeraient se faire contacter. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou des messages dans le chat, encore une fois. Ça va nous faire plaisir là, de jaser de ça avec vous. Merci beaucoup aux intervenants encore. Merci tout le monde. Merci Nicolas, merci Teddy. Au revoir. Merci. Ouais.